Il pensait simplement prendre l'avion, un vol comme un autre. Quelques heures dans les airs, puis retrouver la France. Mais ce samedi-là, sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran, la réalité a brutalement basculé. Les premières frappes ont retenti. Le ciel s'est embrasé. Et en quelques secondes, la vie de Dukens Nazon a changé. International haïtien, qualifié pour la Coupe du Monde, attaquant du club iranien d'Esteghlal, Nazon ne vivait pas un simple déplacement. Il se retrouvait, malgré lui, au cœur d'un conflit majeur. Tu penses à tout dans ces moments-là? Confiera-t-il plus tard. À sa famille, à son pays, à sa carrière, à la vie. Samedi. Téhéran. L'ambiance est tendue, mais rien ne laisse présager que l'aéroport deviendra le point de départ d'un périple de 3 jours. Nazon est prêt à embarquer. Valise enregistrée, billets en main, comme des centaines d'autres passagers. Puis, soudain, les sirènes. Les explosions au loin. Les téléphones qui vibrent. Les regards qui se croisent. L'incompréhension. Les bombardements israélo-américains viennent de commencer. Sur le tarmac, tout s'arrête. L'avion ne décollera pas. Les passagers sont évacués. La confusion s'installe. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer dans l'heure suivante, ni même dans les 10 prochaines minutes. À cet instant précis, Dukens Nazon n'est plus seulement un footballeur professionnel. Il est un homme coincé dans une zone de guerre. La première décision est immédiate. Quitter l'aéroport, rentrer en sécurité. Mais où est la sécurité quand une capitale est visée par des frappes? Dans son téléphone, les messages s'accumulent. Sa manager, Magdionette Brutus, tente de le joindre. En Haïti, la nouvelle circule vite. Chez nous, il est très populaire, explique-t-elle. J'ai reçu des appels du gouvernement, des fans, même des chefs de bande. Tout le monde voulait savoir s'il allait bien. Dans son pays, Nazon est une figure. Certains l'appellent, en riant, notre Mbappé. Mais ce week-end-là, il n'est pas une star. Il est une inquiétude nationale. Les heures qui suivent sont floues. Les informations circulent au compte-gouttes. Les frappes se poursuivent. L'espace aérien est incertain. Les options se réduisent. Attendre sur place? Tenter une sortie terrestre? Chaque choix comporte des risques. Nazon comprend rapidement qu'il ne pourra pas quitter l'Iran par avion. Les vols sont suspendus. L'instabilité est trop grande. Une alternative se dessine. La route. Direction le nord. La frontière avec l'Azerbaïdjan. Mais ce trajet n'est pas une simple excursion. Ce sont des centaines de kilomètres à travers un pays sous tension, des checkpoints, des routes imprévisibles, des communications instables. La première nuit est la plus difficile. Le bruit des frappes résonne encore dans sa tête. Impossible de dormir réellement. Il pense à sa mère, à ses proches, à Haïti, à tout ce qu'il a construit depuis des années, à ce que la guerre peut briser en quelques secondes. Tu penses à tout dans ces moments-là, répétera-t-il. Le lendemain, la décision est prise. Partir. Pas demain. Pas dans quelques heures. Maintenant. Chaque minute compte. Avec l'aide de contacts sur place, il organise un départ discret. Le plan est simple en apparence. Rejoindre la frontière azérie par la route, puis espérer pouvoir entrer en Azerbaïdjan. Mais rien n'est simple. Sur la route, le paysage défile, des stations-service bondées, des visages fermés, des rumeurs, les réseaux sociaux saturés d'informations contradictoires, les téléphones captent mal, par moments, plus de signal. L'isolement est presque total. À l'intérieur du véhicule, le silence domine. Le poids de l'incertitude est lourd. Chaque contrôle routier est un moment de tension. Chaque arrêt imprévu accélère le rythme cardiaque. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Haïti retient son souffle. Magdionette Brutus coordonne les appels, elle rassure comme elle peut. « Il va bien », répète-t-elle, mais au fond, personne ne sait vraiment ce que signifie « aller bien » dans une telle situation. Dukens Nazon n'est pas seulement un joueur expatrié, il est un symbole. En Haïti, son parcours inspire. De Châtenay-Malabry à la sélection nationale, des divisions françaises aux compétitions internationales, la Coupe du Monde en ligne de mire. Il représente l'espoir, la réussite possible malgré les obstacles. Et voilà que la guerre s'invite dans son histoire. La deuxième journée est la plus longue. La fatigue s'accumule. Le stress ne retombe pas. Les informations sur les frappes continuent d'affluer. L'idée que la situation puisse empirer plane constamment. À plusieurs reprises, il se demande s'il a pris la bonne décision, s'il aurait dû attendre. Mais attendre quoi? Une stabilisation hypothétique. Un vol qui pourrait ne jamais venir? Sur la route vers l'Azerbaïdjan, le convoi progresse lentement. Les postes frontières sont saturés. Des familles entières cherchent à passer. Des files interminables. Des regards perdus. La guerre ne distingue ni les célébrités ni les anonymes. Arrivé à proximité de la frontière, une nouvelle épreuve commence. L'attente administrative. Documents, vérification,
Interrogation. Les autorités contrôlent minutieusement chaque entrée. Le contexte géopolitique rend tout plus complexe. Les heures passent. La tension est palpable. Un refus serait catastrophique. Revenir en arrière est impensable. L'incertitude devient presque physique. Puis, enfin, l'autorisation. Le passage est accordé. À cet instant précis, un poids immense quitte ses épaules. Il n'est pas encore à Paris. Il n'est pas encore totalement en sécurité. Mais il a franchi une étape décisive. Il a quitté la zone immédiate des bombardements. La troisième journée est celle du soulagement progressif. Depuis l'Azerbaïdjan, les options aériennes redeviennent possibles. Les connexions se rétablissent. Les échanges avec la France s'intensifient. Les billets sont réservés. Les confirmations arrivent. Quand l'avion décolle finalement en direction de Paris, ce n'est pas un simple vol-retour. C'est la fin d'un périple de 3 jours. 3 jours d'incertitude. 3 jours où le football n'avait plus aucune importance. À son arrivée prévue mardi matin à Paris, ce sera un autre monde. Une autre atmosphère. Mais les images resteront. Le tarmac figé. Les explosions au loin. Les sirènes. Les routes interminables. Cette expérience marque un homme. Elle rappelle aussi une réalité souvent oubliée. Les footballeurs professionnels évoluent parfois dans des contextes instables. Derrière les contrats et les stades pleins, il y a des choix de carrière qui peuvent exposer à des risques inattendus. Pour Dukens Nazın, l'Iran représentait un défi sportif. Un nouveau chapitre avec Esteglal. Une ambition personnelle, mais personne ne peut anticiper l'irruption brutale d'un conflit. Aujourd'hui, ce récit dépasse le cadre du sport. Il parle de survie, de résilience, de décisions prises sous pression extrême. Il parle d'un homme confronté à l'imprévisible. En Haïti, le soulagement est immense. Les appels cessent progressivement. Les messages deviennent plus légers. L'angoisse collective laisse place à la gratitude. Même les chefs de bande l'écoutent, disait sa manager avec un sourire. Ce week-end-là, même eux attendirent des nouvelles. Ce périple de 3 jours restera gravé. Non pas comme une anecdote spectaculaire, mais comme une épreuve intime. Un rappel brutal de la fragilité des certitudes. Dukens Nazın est revenu, mais il ne reviendra pas tout à fait le même. Et dans ces moments-là, comme il l'a dit lui-même, tu penses à tout, à ta vie, à tes proches, à ce qui compte vraiment. Quand l'avion a finalement quitté le sol en direction de Paris, Dukens Nazın n'a pas immédiatement ressenti de joie explosive. Ce n'était pas un cri de victoire. Ce n'était pas un moment de célébration. C'était un souffle, long, profond, presque silencieux, comme si son corps réalisait seulement à cet instant qu'il venait de traverser quelque chose d'exceptionnel. 3 jours qui ont semblé durer 3 semaines. 3 jours où chaque décision pouvait tout changer. Installé dans son siège, il a regardé par le hublot. Les nuages défilaient. Le monde paraissait calme, presque indifférent à ce qu'il venait de vivre. Et c'est souvent ça le plus troublant. La vie continue ailleurs. Les gens travaillent. Les championnats se jouent. Les réseaux sociaux débattent. Pendant que, dans un autre coin du monde, quelqu'un lutte simplement pour rentrer chez lui. Dans ses heures de vol, il a repensé à ce moment précis sur le tarmac de Téhéran. Le bruit sourd des premières frappes, le regard des passagers, les annonces confuses, le personnel au sol qui ne savait pas quoi dire. Cette sensation d'être à la fois acteur et spectateur d'un événement historique. Il s'est revu saisir son téléphone, envoyer des messages rapides « Je vais bien, ne vous inquiétez pas ». Même s'il ne savait pas encore ce que « aller bien » signifiait dans ce contexte. Ce qui l'a marqué le plus, ce n'est pas seulement le danger, c'est l'incertitude. La guerre, même lointaine, change immédiatement la perception du temps. Les minutes deviennent lourdes, les heures interminables. Chaque information peut bouleverser un plan, chaque rumeur peut semer la panique. Et dans ces moments-là, tu comprends que tu ne contrôles plus grand-chose. Dukens Nazın est un attaquant. Sur un terrain, il sait quoi faire. Il anticipe, il analyse les espaces, il décide en une fraction de seconde. Mais là, il ne s'agissait pas d'un ballon à contrôler. Il s'agissait de sa sécurité, de sa trajectoire de vie. Et aucune préparation sportive ne prépare à ça. Pendant le trajet vers la frontière azérie, il a vu des scènes qui l'ont profondément touché. Des familles entassées dans des voitures, des enfants serrant des sacs trop grands pour eux, des parents qui tentèrent de rassurer avec des mots qu'eux-mêmes ne croyaient pas totalement. À ce moment-là, il n'était plus le joueur connu, l'idole de certains en Haïti. Il était juste un homme parmi d'autres, partageant la même inquiétude.
Il a aussi pris conscience d'un privilège, celui d'avoir des contacts, une structure, un entourage capable d'agir rapidement. Sa manager en Haïti, ses proches en France, des relais diplomatiques. Beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Cette pensée l'a accompagné tout au long du voyage. La gratitude s'est mêlée à l'angoisse. À Paris, l'atterrissage a été discret. Pas de caméra sur le tarmac, pas de déclaration immédiate, juste la sensation du sol ferme sous ses pieds, l'air différent, l'odeur familière. La langue qu'il comprend instinctivement autour de lui. Il a récupéré ses bagages comme n'importe quel passager, mais intérieurement, il savait qu'il venait de tourner une page. Les premiers jours après son arrivée ont été étranges. Le corps est rentré. L'esprit, lui, était encore sur la route. Les bruits forts le faisaient sursauter. Les notifications d'actualité provoquaient une tension immédiate. Il suivait encore la situation en Iran, pensant à ses coéquipiers restés sur place, à ceux qui n'avaient pas pu partir. Le football redevient secondaire quand des vies sont bouleversées. Très vite, les médias ont commencé à raconter son histoire. Les titres parlaient d'un périple de 3 jours, d'une fuite sous les bombardements. Les mots sont forts, mais ils ne traduisent jamais totalement les sensations vécues. La peur n'est pas toujours spectaculaire. Elle est parfois silencieuse, elle s'installe lentement, elle te fait réfléchir différemment. En Haïti, le soulagement s'est transformé en fierté, non pas pour une performance sportive, mais pour sa résilience. Beaucoup ont vu dans son retour sain et sauf une forme de victoire, une preuve que même dans l'adversité, il est possible de garder la tête froide. Son histoire a dépassé le cadre du football, elle est devenue un symbole. Pour lui, cette expérience a ravivé des souvenirs plus anciens. Haïti est un pays qui connaît l'instabilité, les crises, les tensions. Même s'il a grandi en France, ses racines l'ont toujours relié à cette réalité. Il sait ce que signifie l'incertitude pour une population. Peut-être que cela l'a aidé inconsciemment à garder son calme, à ne pas céder à la panique totale. Dans les jours qui ont suivi, il a pris le temps de parler à ses proches, de raconter en détail. Les silences dans sa voix en disaient parfois plus que les mots. « Tu penses à tout dans ces moments-là » Cette phrase est revenue souvent. Elle résume l'essentiel. Quand l'avenir devient flou, tu revis le passé. Tu imagines des scénarios. Tu pèses chaque choix. Il a aussi réfléchi à sa carrière. Jouer à l'étranger comporte toujours une part d'inconnu. S'adapter à une culture, à un championnat, à un environnement. Mais la géopolitique est un facteur que peu de joueurs intègrent réellement dans leurs décisions. Aujourd'hui, cette dimension n'est plus abstraite pour lui. Physiquement, il va bien. Mentalement, il sait qu'il lui faudra un peu de temps pour digérer totalement. Mais il refuse de se définir par cet épisode. Il ne veut pas être le joueur qui a fui la guerre. Il veut rester l'attaquant combatif, le leader offensif, le compétiteur qui vise encore des objectifs élevés. La Coupe du Monde reste en ligne de mire. Porter le maillot haïtien, représenter son peuple, n'a jamais eu autant de sens. Après avoir traversé une épreuve personnelle aussi intense, chaque match prend une autre dimension. Chaque hymne national résonne différemment. Il a aussi exprimé une pensée pour ceux qui sont restés, les employés du club d'Esteghlal, les supporters, les voisins. La solidarité dépasse les frontières. Le football crée des liens humains forts. Même au cœur d'un contexte politique explosif, ces liens subsistent. Ce périple lui a appris une chose essentielle. La priorité absolue, c'est la vie. Les trophées, les contrats, les statistiques, tout cela peut attendre. La sécurité, elle, ne se négocie pas. Cette lucidité nouvelle pourrait influencer ses choix futurs. Il a reçu des centaines de messages, des supporters haïtiens, des fans du club, des anonymes touchés par son récit. Certains lui ont raconté leurs propres expériences de guerre ou d'exil. Il a compris que son histoire faisait écho à beaucoup d'autres. Revenir à l'entraînement ne sera pas anodin. Retrouver un vestiaire, un ballon, une routine, le sport peut être thérapeutique. Il structure les journées, il canalise l'énergie, mais il faudra accepter que l'esprit parfois retourne brièvement à ces 3 jours intenses. Quand il repense à la frontière, à l'instant où le passage a été autorisé, il décrit un mélange d'épuisement et de soulagement, comme si son corps avait tenu uniquement grâce à l'adrénaline, puis s'était relâché d'un coup. Cette sensation restera probablement gravée. Aujourd'hui, installé à Paris, entouré des siens, il mesure la fragilité des équilibres. En quelques heures, une trajectoire peut être déviée. Mais il mesure aussi sa force intérieure, celle qui lui a permis de garder la tête froide, celle qui lui a permis d'avancer. Son histoire n'est pas celle d'un héros de fiction, c'est celle d'un professionnel du sport confronté à une réalité brutale. Elle rappelle que derrière chaque maillot, chaque numéro, il y a un être humain. Et peut-être que, dans quelques années, il repensera à ces 3 jours comme à un tournant. Non pas un frein, mais un révélateur, un moment où les priorités se sont réordonnées, où la gratitude a pris plus de place que l'ambition pure. Il continue d'avancer.
avec une conscience accrue, avec une humilité renforcée, avec l'envie de transformer cette épreuve en moteur. Parce qu'au final, ce qu'il retient le plus, ce n'est pas le bruit des frappes, ce n'est pas la peur sur le tarmac. C'est le moment où il a compris qu'il allait s'en sortir, ce moment où l'espoir a repris le dessus. Et dans ces moments-là, oui, tu penses à tout. Mais surtout, tu réalises ce qui compte vraiment.